Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la qualification en huitième de finale de Coupe de France assurée hier soir par les Parisiens en terre orléanaise grâce à une victoire 4-1 tout à fait logique sur une pelouse qui a bien tenu et c'est une belle surprise sachant qu'elle a été posée 3 jours avant le coup d'envoi, qu'il faut au minimum 10 jours pour qu'elle s'enracine, son état en deuxième mi-temps restait potable, voire très bon, et Luis Enrique, qui s'était inquiété de cette pelouse en avant-match, a souligné, après le coup de sifflet final, sa surprise, dans le bon sens du terme, et c'est à mettre au crédit des jardiniers de l'US Orléans, tout comme les joueurs aussi de ce club qui ont fait un bon match, ils ont été valeureux, ils nous ont pressés, et puis surtout, on a encaissé face à eux notre premier but en 2024. Toulouse, Revel et surtout Lens, on avait fait 3 clean sheets. Contre Lens, on avait concédé un penalty que Donnarumma a arrêté, mais aussi défensivement, on avait bien défendu notre surface, puisque malgré l'impression visuelle d'une deuxième mi-temps pas très maîtrisée, Lens n'avait pas réussi à se créer des occasions franches. Là, on est retombé dans nos travers, puisque ce corner en fin de match est joué par la défense parisienne d'une manière assez ubuesque. Marquinhos qui se trouve complètement au premier poteau. Derrière, il y a Ethan Mbappé qui n'est pas exempt de tout reproche. Celui qui l'est, c'est Keylor Navas, voilà, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose, qui a fait un match assez tranquille, bien évidemment. Il a assuré au pied. Et puis, collectivement, les Parisiens, c'est vrai que ça a été ennuyeux la plupart du temps, mais sur la dernière demi-heure, Mbappé en leader a pris évidemment les commandes, le contrôle, et il s'en sort avec 2 buts de passes décisives. C'est un match où on retiendra les prestations des attaquants, si on veut être positif. Parce que défensivement, la charnière centrale a été plutôt... on n'a rien à leur dire. Les latéraux et les milieux de terrain, par contre, ça n'a pas vraiment été ça. On va y revenir bien sûr. Je note que par rapport à Revel, on a retrouvé un PSG qui jouait exclusivement à l'extérieur du jeu. Dans l'axe, au milieu de terrain, ça a été un match très très pauvre, très très lent, avec des passes qui mettaient beaucoup trop de temps à être faites. Et au final, tous les buts qu'on met, les différences sont faites par les attaquants sur un côté ou en sautant le milieu de terrain. Par exemple, la passe laser de Marquinhos sur le but de Gonzalo Ramos, qui du coup n'implique aucun milieu dans l'action du but. C'est quand même un match qui a été assez pauvre dans cette dimension-là. Mais voilà, Kolo Muani, Mbappé, Ramos, il y a quelques bonnes choses, même s'il n'était pas du bon côté pour créer des liens. Et je retiendrai aussi le match d'Asensio. On va rester sur le match d'Asensio. Alors, commençons évidemment par Navas, comme je l'ai dit. Déjà, c'est éloquent de le voir à la place d'Arnao Tenas, puisqu'on rappelle que quand Tenas a joué, c'est parce que Keylor Navas avait une blessure au lombaire, diplomatique ou pas, ça on ne le saura jamais, mais il est revenu. Début 2024, il avait déjà joué contre Revel, alors qu'à ce moment-là c'était l'inverse, Arnao Tenas était lui blessé, se remettait d'une blessure au dos, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas certain. Et donc là, on avait les deux à disposition. Luis Enrique a préféré Keylor Navas, qui est en fin de contrat dans 6 mois, qui pourrait être sur le marché des transferts cet hiver, mais qui au final joue et, je pense, restera. Bon, il a fait son match, il n'a pas eu grand-chose à faire. Les Orléanais, quand ils ont tiré, c'était en dehors de la surface. Pas d'occasion franche, et comme je l'ai dit, sur le but, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. À un moment donné, il a bien allongé sur Gonzalo Ramos, qui a réussi à trouver un relais étant dos au but. Et puis, pour le reste, voilà, ça a été l'essentiel pour Keylor Navas. Marquinhos, comme je disais, Marquinhos, c'est vrai que sur le but d'Orléans, au premier poteau, c'est pas trop ça. Dans les airs, bien sûr qu'il fuit un peu les duels, mais on l'a vu jouer long à la relance plusieurs fois, comme d'habitude. Alors, bon, sur les coups d'envoi, ça, on le fait tout le temps. Après, sur les contre-attaques, il les a plutôt bien annihilés. Bien sûr, les duels aériens, il va un petit peu les fuir. Mais sinon, voilà, je l'ai trouvé assez sérieux, un match assez tranquille pour lui. Tout comme Danilo, pareil, qui a été plutôt intéressant. Et puis de toute façon, c'est le genre de match où il excelle par son sérieux, évidemment, par son côté efficace. Voilà, je vais à l'essentiel, je joue simple. Il a réussi à... J'ai bien aimé... Des fois, il a conservé le ballon dans les pieds, quitte à faire un dribble, et ça a permis de mieux lancer derrière les actions, les attaques, éliminer aussi des attaquants orléanais. Donc ça a été plutôt intéressant, c'est à mettre à son crédit. À droite, Carlos Soler. Alors Carlos Soler, ça a été assez compliqué,
Hein, on voit sur sa fin de match qu'il fait au milieu de terrain que ce poste de latéral droit n'est pas vraiment fait pour lui. Il n'est pas très à l'aise puisque quand il est remis dans l'axe, il est tout de suite un petit peu plus en vue. Pour le reste, alors, bravo à insister au micro de Beansport sur le fait que Marquinhos ne lui passait pas la balle. Et moi, j'irais plus loin. Le problème, c'est que ses partenaires lui donnent la balle à chaque fois quand il est dos au but. Alors ça, c'est problématique parce que à Revel, il était beaucoup plus bas sur le terrain. Donc forcément, bon, tu lui donnais pas le ballon dos au but. À moins que ce soit le gardien qui lui fasse la passe, puisque de toute façon, c'était un défenseur central, Carlos Soler. Donc, il avait le jeu face à lui, à chaque fois, il avait tout son temps pour faire de bonnes passes, et il avait fait un bon match. Là, il était plus haut, plus excentré, et évidemment, quand tu lui donnes le ballon de haut but, c'est sûr qu'il ne va pas se retourner, hein, parce que c'est un petit gabarit qui ne gagne pas les duels, même contre Orléans, hein, c'est comme ça, c'est un fait, je pense qu'il va falloir s'y faire, et donc essayer de travailler avec lui, je ne sais pas, de la prise de profondeur, pour essayer de le trouver lancé, plus vertical, parce que là, c'est un peu compliqué, voilà. Et puis après, bon, en matière de passe et tout ça, il s'en remettait à un jeu en retrait, donc bien sûr, un match... qu'on oubliera, voilà, de ce bon vieux Carlos. Hein. Luis Enrique en avait fait l'éloge avant le match. Bon, ça n'a pas été trop ça. Warren a fini le match à ce poste-là, si je dis pas de bêtises. Il a été plutôt propre, il a fait une belle entrée. À gauche, Beraldo. Alors, Beraldo, on a vu quand même plus de choses que contre Revel, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que défensivement, bon, il y a cette faute qui est un peu grossière, hein, qui donne un bon coup franc à Orléans. C'est lui d'ailleurs qui repousse le coup franc qui est dans le mur et qui fait la tête pour repousser le coup franc. Donc il a pris le jaune là-dessus. D'autres fois aussi, on l'a vu un petit peu nous faire une Lucas Hernandez dans le sens où il était un peu pris dans son dos. Voilà, il peinait un petit peu en matière de placement et tout ça. Mais sinon, avec ballon, là, ça a été plus positif. Avec ballon, on l'a vu le garder. On sent qu'il est évidemment très à l'aise. Voilà. Il fait un super renversement sur l'action, un renversement pour Soler. Et ensuite, Gonzalo Ramos obtient un coup franc. J'ai bien aimé cette action. J'ai bien aimé cette action parce que tu as le renversement de Lucas Beraldo qui est vraiment très bon, qui en plus est fait très rapidement. Donc bon, Carlos Soler qui réussit à contrôler, encore heureux. Et Gonzalo Ramos, on l'avait presque oublié, sa capacité à subir des fautes. Hein, ça, c'est vrai qu'au début de la saison, on le notait dans les vidéos. On va un peu loin hein, pour chercher des points positifs avec le Portugais, mais c'est vrai que là, il obtient un très bon coup franc. Et 30 secondes après, il obtient une autre faute. Donc c'est vrai qu'il obtient beaucoup de fautes, même si c'est à double tranchant parce qu'il perd aussi pas mal de ballons. Je crois lors d'un match, je ne sais plus lequel, je me demande si c'était pas contre Monaco, où il a perdu un ballon, et sur l'action, l'équipe adverse marque. Là, pareil, il y a un moment donné, il perd un ballon, et ça donne une grosse occasion, un tir, ça aboutit à un tir d'Orléans. Mais voilà, sur ce coup franc, il a obtenu la faute, et puis il était bien tiré, le coup franc, par Marco Asensio. Voilà. Donc Lucas Beraldo, voilà, avec ballon très à l'aise. Sans ballon, défensivement, il va falloir qu'il prenne des repères. Au milieu de terrain, bon, Vitinha Ruiz, des deux, peut-être que je préférais le match de Ruiz parce que je l'ai plus vu quand même lancer dans la profondeur. En début de match, il fait une louche pour Mbappé. Il a cherché 2 ou 3 fois Mbappé entre les lignes. Il a lancé Kolo Muani aussi. Il s'est connecté un peu avec Asensio par moments des petits dédoublements. J'ai trouvé plus de consistance dans le match de Fabian Ruiz que Vitinha qui, alors bien sûr, sur ses premières touches de balle, il essaye de s'orienter, il essaye d'aller vite, mais derrière, en fait, les passes, il n'y en a quasiment aucune qui fait progresser le jeu. Et on a eu le Vitinha frustrant hein, hier soir. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le premier à sortir. J'ai plus le coaching en tête, mais je crois que c'est le premier à sortir pour Warren. Et ensuite, les deux jeunes rentrent à la place de Beraldo et Fabian Ruiz. Ouais. Donc voilà, Vitinha, un match bon, pas extraordinaire. À noter que les coups francs directs comme indirects ont été pris par Marco Asensio. C'est un vrai sujet, parce que pour les coups francs directs, on a Hakimi d'habitude. Pour les coups francs indirects, il y a Lee Kangin qui est là. Aucun des deux sont là. Vitinha aurait pu prendre un coup franc direct parce que quand on voit la frappe qu'il a hors de la surface, bon, on se dit que sur coup de pied arrêté, il peut être intéressant. Au final, c'est Asensio qui a tiré les deux. Au début, première mi-temps, Asensio tire quasiment tous les corners. Ensuite, c'est Vitinha. Et en fin de match, c'est Carlos Soler. Alors, Carlos Soler, il en met un beau sur Gonzalo Ramos. Par contre, les deux autres, ou trois, non, deux, je crois, ils sont mal tirés. Ils sont très mal tirés. Vitinha les a plutôt bien tirés.
Et Asensio, plutôt très bien tiré. Il y en a un qui dépose sur la tête de Kolo Muani. Celui qui suit, ça donne un petit cafouillage dans la défense d'Orléans. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. En vue du match contre la Real Sociedad, hein, c'est vrai que Marco Asensio, pour moi, a marqué quelques points sur le match d'hier contre Orléans, puisqu'il était donc aligné au poste de relayeur gauche contre Revel. Il était descendu d'un cran en deuxième mi-temps pour occuper un poste un peu similaire, hein, demi-espace et tout ça. Et j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé parce que il a été disponible. Il a pris la profondeur aussi par moment, bah, comme sur le premier but de Mbappé. Ça a été une solution donc pour Kolo Muani. C'est sûr qu'il cherche exclusivement son pied gauche. Donc ça, je pense que ça l'handicape quand même, ça le rend un peu prévisible, mais son pied gauche est plutôt bon, hein, aux abords de la surface, il fait des différences. Qualité de déplacement que j'ai plutôt bien apprécié, donc comme j'ai dit, les coups de pied arrêtés étaient plutôt pas trop mal tirés, et peut-être que finalement, je faisais une vidéo cette semaine pour dire que, à part le quatrième défenseur et le poste de numéro 6, Luis Enrique a son équipe type. Peut-être qu'en fait, au milieu de terrain, c'est pas le poste de numéro 6 qui va se jouer pour le match aller contre la Real Sociedad, mais peut-être le poste de relayeur gauche. Hein. Peut-être que Vitinha sera en 6, comme contre Dortmund, comme contre Toulouse. Et peut-être que Marco Asensio pourrait gratter cette place de relayeur gauche, à voir s'il sera titulaire à ce poste-là la semaine prochaine contre Brest. Personnellement, son match, je l'ai plutôt apprécié. Voilà, je l'ai plutôt apprécié. Alors, après, c'est vrai qu'il y a du déchet. Hein. Par moment, il y a du déchet. Dans la conservation, c'est plutôt bon. Parfois, dans l'exécution, il y a des passes qui sont un peu téléphonées quand même. Je prends aussi une autre dimension, c'est Mbappé. Mbappé, on entendait dans les médias il y a 1 ou 2 semaines que, avant la blessure d'Asensio en début de saison, Mbappé était persuadé qu'il allait finir titulaire en faux numéro 9, et que donc Mbappé serait ailier gauche cette saison, et que donc notre numéro 9, ben, ça deviendrait Marco Asensio. Peut-être que ça témoigne d'une confiance d'Mbappé envers l'ancien madrilène. Les deux se sont connectés. Bon, pas extraordinaire. Hein. On a plus, par contre, la connexion avec Kolo Muani était plus intéressante. Elle était plus intéressante. Mais voilà, rapprocher Asensio et Mbappé, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, on a vu deux, trois petites choses assez intéressantes. Kolo Muani, côté gauche. Kolo Muani, côté gauche. J'ai pas vérifié avant d'enregistrer la vidéo. Je m'en veux parce que je crois qu'on a eu un papier cette semaine dans les médias, je crois que c'est le journal L'Équipe, qui nous dit qu'aujourd'hui, Luis Enrique ne considère plus Kolo Muani comme un numéro 9, mais comme un ailier. Je crois avoir lu ça. Peut-être que j'ai rêvé, hein, je prends des pincettes, allez vérifier par vous-même, j'irai vérifier en éteignant la vidéo. Mais je crois que j'ai lu ça. Qu'aujourd'hui, en fait, dans la tête de Luis Enrique, c'est un ailier Kolo Muani. Ce qui est plutôt bizarre, puisque sur quasiment tous nos matchs de poule en Ligue des Champions, c'était notre numéro 9 quand même, à la place de Gonzalo Ramos, à chaque fois. Hein, Gonzalo Ramos titulaire contre Strasbourg, titulaire contre Monaco, et ensuite Kolo Muani titulaire sur les matchs d'après contre Milan et Newcastle. C'est intéressant, c'est intéressant. Personnellement, je l'ai toujours dit, hein, qu'il apporterait beaucoup plus sur le côté, avec plus d'espace, une capacité à partir arrêté. Je trouve que sur son match d'hier, il a été meilleur quand il partait avec le ballon que quand il fallait le demander, dans la profondeur par exemple. Hein. Les mouvements sans ballon étaient un peu moins coordonnés. Par contre, avec ballon, il faut noter quand même qu'il a fait des différences, qu'une fois qu'il est lancé, c'est vrai qu'il est difficilement arrêtable. Il donne une passe décisive pour Mbappé, donc ça a été un match plutôt intéressant. Il a gratté des points. Il a gratté des points, disons, hier. Kolo Muani, en plus, il a joué les 90 minutes. Hein. Encore une fois, Luis Enrique a fait... alors, 65e, le changement de Vitinha, et puis ensuite, les deux petits jeunes rentrent assez tard. T'avais sur le banc, quand je vois sur le banc Dembélé, franchement, pas titularisé Dembélé, Luis Enrique, tu vois, c'est un peu mon regret hier, parce que à un moment donné, en fin de saison, j'aimerais bien que Dembélé ait quelques buts quand même, parce que il est tellement bon dans le jeu qu'en fait, en fin de saison, s'il reste, si on s'en tient, là, il a fini la première partie de saison à 1 but, donc si on dit qu'il en remet un sur la seconde moitié de saison, forcément, une saison à 2 buts, même une saison à moins de 5 buts pour Dembélé, ça fait tâche quand il faudra faire le bilan en juin. Je suis désolé, ça fera tâche. Donc bon, essaye quand même de le mettre. Déjà contre Revel, tu l'avais préservé, je crois qu'il était un petit peu blessé aussi. Là, pareil, il est sur le banc, il rentre pas. À un moment donné, le frérot, voilà, faut qu'il prenne confiance, quoi. Faut qu'il marque des buts à un moment donné. Bon, voilà. J'ai un peu regretté ça. J'ai un peu regretté ça sur le match d'hier, je dois vous le dire. Dans l'axe, Gonzalo Ramos... Bon,
Gonzalo Ramos, il met un beau but. Sur le but de Mayulu, il est impliqué. Il y a des actions où il réussit à bien garder le ballon. Il fait des efforts, comme j'ai dit, il obtient des fautes. Après, il était sur le côté droit, donc un petit peu esselé. Hein, et il y a des moments aussi où il disparaît. Kolo Muani, en deuxième mi-temps, il est moins bon qu'en première. Hein, il disparaît un peu. Hein, voilà. C'est pour ça, peut-être, j'aurais fait rentrer Barcola sur la fin du match, hein, pour essayer un peu d'appuyer, de faire prendre confiance, donner du temps de jeu à tout le monde. Mais bon, je comprends aussi Luis Enrique qui veut préserver. Ceci dit, quand tu as eu une semaine pour préparer le match et que tu auras une semaine pour t'en remettre, la prestation qu'on a fait déjà ne m'a pas vraiment convaincu. Et puis le coaching, pareil en fait. Tu vois, je me dis, bon, peut-être qu'on aurait pu mettre un peu plus d'intensité, hein, pour se mettre en confiance et travailler un peu plus de choses, parce que là, ça a été quand même très tranquille. Il y a pas grand enseignement à tirer. Donc voilà, Gonzalo Ramos, c'est un beau but de la tête, hein, mais on le sait qu'il a un très bon jeu de tête. Hein. D'ailleurs, sur corner, il est dangereux. Il réussit à reprendre un corner de Carlos Soler en fin de match. Donc ça, je pense que c'est aussi à mettre à son crédit, réussir à embellir un ballon de Carlos Soler. Mbappé, match... évidemment, il stat encore, hein, voilà, ça c'est assez dingue. Je crois que ça y est, il approche des 50 contributions sur la saison, c'est assez dingue. Mais bon, il y a la majeure partie qui sont contre des équipes bas de tableau Ligue 1 ou sur 2024 des amateurs, quoi. Bon, Orléans c'était des professionnels, mais c'est de la nationale quand même. Et puis c'est seconde partie de tableau en national. Donc bon. Voilà, son premier but est beau, hein, depuis la surface, après une belle différence d'Asensio, et puis c'est bien joué aussi de la part de Kolo Muani. Ensuite, le penalty, c'est lui qui va le chercher. Hein. Alors les commentateurs, mais moi j'aime bien sur ce genre de match, à chaque fois les commentateurs ils me saoulent parce que ils sont toujours du côté du plus faible, en disant le penalty, le pauvre, voilà, il le siffle, bon, à un moment donné le frérot, il y a main. Et puis, si il n'entrave pas la trajectoire du ballon, le défenseur orléanais, le ballon va dans les pieds d'Asensio en face à face avec le gardien. Pardonne-moi de siffler penalty sur ça, je suis désolé. Donc il est bien transformé, hein, il les tire fort, ils sont vraiment bien placés, il a vraiment progressé sur cet exercice-là. Hein. On se souvient... depuis son échec à l'Euro, depuis la Coupe du Monde, la finale évidemment de l'année dernière. Alors bon, contre Montpellier, rappelez-vous, 2 pénaltys je crois qu'il loupe d'affilée là, puisqu'il doit le retirer. Ou alors il en met un et l'autre il le loupe complètement, et après sur le rebond il le loupe, il l'envoie au 7e ciel. C'était contre Montpellier, c'est le match où il se blesse en février 2023. Mais sinon, les pénaltys sont vraiment très bien tirés de la part d'Mbappé. Il faut le signaler parce qu'à une époque c'était pas le cas. Et puis en fin de match, voilà, il a été très juste, il a appuyé sur l'accélérateur, et puis terminé. Il donne une belle passe décisive à Seny Mayulu. Ça fait plaisir de voir un jeune, parce que c'est vrai que Luis Enrique, alors il y a Barcola, il y a Warren Zaïre-Emery, on a vu Ethan Mbappé le 20 décembre contre Metz, mais sinon sur cette génération de nos U19, alors certes, qui n'est pas la plus grande cuvée, hein, puisque leur parcours en Youth League a été mauvais, mais je trouve qu'on les voit pas trop avec Luis Enrique. C'est vrai, il faut dire les choses. Hein. Avec Pochettino, ça le criait sur tous les toits, hein, qu'on voyait pas les jeunes, ou alors qu'on les voyait que en Coupe de France. Mais là, on est sur le même cas de figure en fait, avec Luis Enrique. Même si je pense que les jeunes ont des qualités en moins que les Michu, les Xavi Simons de l'époque. Donc ça fait plaisir de les voir et de les voir se mettre en valeur, hein, parce que Seny Mayulu, là, ça commence à être sérieux. Fin de contrat en juin, attention, Dortmund sur les rangs, et bien sûr qu'on veut lui faire signer son premier contrat pro, si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'il est sous contrat aspirant. Donc on espère que ce sera fait, parce que contre Revel, il était rentré à gauche, là il est rentré à droite. Ça montre que c'est quelqu'un capable de jouer des deux côtés parce qu'il est ambidextre, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est évidemment une qualité extraordinaire dans le foot moderne, hein, en matière d'imprévisibilité. Enfin, on le voit avec Ousmane Dembélé. On l'a vu aussi dans le sens inverse avec Marco Asensio qui joue exclusivement sur son pied gauche. Et puis surtout, Seny Mayulu, faut noter que sur ses 2 entrées, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, hein, parce qu'il est très excentré, alors que son rôle avec les U19 est plus axial. Et je crois qu'il remplace Fabian Ruiz. Donc quand il rentre, il remplace Fabian Ruiz. Donc je me dis, ça y est, Luis Enrique va enfin le mettre dans de bonnes dispositions, dans un rôle un peu demi-espace, axial. Et au final, non, hein, il est quand même très à droite, le petit jeune, et il réussit à marquer un beau but. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un lob comme ça, un ballon piqué. C'est vrai que depuis Di Maria, on a perdu ce genre de finition. Bon, Dembélé...
Ah, Dembélé, il en a tenté, je crois, quelques-unes, si je dis pas de bêtises. Mais en général, il les frappe fort, petit filet opposé. Barcola, lui, il préfère ouvrir son pied, même si le week-end dernier, sur son but contre Lens, il lève un petit peu le ballon, sans pour autant le piquer. Et puis Mbappé, les piquets, on n'en a pas vu, on en a pas vu beaucoup. Hein. Puis nos attaquants, bon, Gonzalo Ramos, il se montre de la tête, et puis Colomani, à chaque fois, c'est un peu des buts de raccro qui nous marquent. Voilà, donc très content pour ce petit jeune. On espère quand même le revoir hein, après la Coupe de France sur certains matchs de Ligue 1. De toute façon, là, on va quand même enchaîner. Hein. On a encore 2 semaines tranquilles avec un beau match contre Brest le week-end dernier. Après, Strasbourg. Le 8e de Coupe de France, on va avoir le tirage au sort. J'espère tirer une Ligue 1 et l'OM, hein, surtout pour l'OM pour prendre la revanche de l'année dernière. Lille et puis notre 8e de finale aller. Voilà, donc on va avoir 5 matchs en 2 semaines, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. On va suivre tout ça et puis en attendant, on va attendre la fin du mercato hein, dans 10 jours. Et puis Hugo Ekitike, proche d'un accord avec Francfort, il aurait renoncé à près de 4 millions de salaire. Donc c'est tout à son honneur. Voilà, donc ça fait plaisir. Et puis le PSG, selon Téléfoot, attendrait 30 millions de ce transfert. Bon, si on réussit à servir nos attentes, ce serait quand même un beau petit miracle que de vendre Ekitike. Enfin, si on le vend 30 millions, ce serait même plus cher que ce qu'on l'a acheté, puisque je rappelle qu'on l'a acheté 28 millions et demi, qui montait à 35 avec les bonus. Autant vous dire que les bonus, bon, même en termes de matchs joués, je suis pas sûr qu'on en ait levé beaucoup en fait. Donc voilà, si on réussit, mais même 25 millions en fait, parce que avec l'amortissement, donc comme ça va faire 2 ans, enfin 1 an et demi qu'on l'a, qu'il avait signé à l'époque un contrat de 5 ans sur 28 millions, ça fait quasiment 6 millions par an. C'est-à-dire que si on le vend plus de 24 millions cet hiver, bah, voilà, on aurait complètement amorti le transfert et au-delà de 24 millions, ce seraient des liquidités qui iront directement dans nos caisses et qui pourront être réinvesties directement. Donc à voir, voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour parler mercato. On espère que ça va s'exciter un petit peu, hein, que Luis Campos cette semaine va prendre les rênes, parce que on a eu l'information, Santi Aouna, bon alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est vrai qu'il s'est un peu grillé ces derniers temps, le journaliste foot mercato, mais il nous a annoncé que Luis Campos a fait de Lenny Yoro sa grande priorité, qu'il a poussé, qu'il est revenu auprès de Lille, qu'il a réussi à faire porter sa voix auprès du joueur et de son entourage. Le problème, c'est qu'il nous fait un peu comme avec Skriniar en 2022 ou au mercato hivernal 2023. En faire sa grande priorité, et au final, le joueur ne vient pas. Et on n'a pas de plan B, et on se retrouve un peu la queue entre les jambes, pour parler de manière triviale. Bref, bonne soirée à tous, on se dit à très vite les gars, ciao, et allez Paris avant tout.